Les salons changeaient, on l'a évidemment bien vu lors de cette première table ronde, mais leur organisation et leur promotion, notamment à l'international, évoluent aussi profondément. Comment elles évoluent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Je vous demande d'accueillir Sophie Castagnier, directrice du GIE Objectif Transport Public. Guillaume Desglises, directeur général de Vinexpo. Sylvie Fourne, directrice du pôle environnement, industrie, santé et sécurité de RID, Exposition France. Valérie Lobry, directrice générale de la division AFCO, Comexposium. Et puis enfin, Philippe Pasquet, directeur général du pôle exhibition GL Events. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Valérie Lobry. Je le disais, vous êtes la directrice générale de la division AFCO du groupe Comexposium, qui regroupe évidemment des marques fortes qu'on connaît. On peut citer le Cial notamment, un réseau de salons agroalimentaires qui est présent sur les 5 continents. On a vu déjà, on en a eu un petit aperçu dans la première table ronde, et quand on préparait cette table ronde ensemble, Valérie, vous me disiez en effet que l'organisateur, qui était auparavant un simple générateur de trafic, était devenu vraiment un animateur de communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par là, être un animateur de communauté, et ça répond finalement à quelle nécessité? Je pense qu'on en a pas mal parlé lors de la première table ronde. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, Michel l'a bien dit ce matin, on attendait d'un organisateur de salon plutôt des aspects logistiques, c'est-à-dire de placer des stands sur des halls et puis d'amener beaucoup de monde à l'entrée des halls. Et puis aujourd'hui, bien sûr, l'exposant, il n'attend plus du tout ça. Il attend d'avoir des visiteurs très qualifiés dans son stand et intéressés par ses produits et pas par un autre. Donc ça nous oblige, nous, organisateurs, bien sûr, à opérer une mutation énorme, et ça a été le sujet de la matinée aussi. Bien sûr, animer une communauté, il faut d'abord que cette communauté existe, que le salon il soit bien le reflet de cette communauté, que les gens s'y sentent bien, et à partir de là, bien sûr, les animer par les réseaux sociaux, par plein d'événements qu'on peut faire à travers nos actions sur nos salons. Donc en cela, oui, nos métiers ont considérablement changé, et même les spécialités que nous allons chercher aujourd'hui sont beaucoup plus axées sur le marketing des visiteurs, qui est aujourd'hui la chose qui change le plus depuis une dizaine d'années par rapport au commercial ou à la logistique qu'on faisait déjà beaucoup avant. Et on va chercher des spécialistes de l'animation, du marketing, beaucoup plus pointus aujourd'hui. Oui, ça permet de justifier le ROI, évidemment. Le digital permet de mesurer aujourd'hui ce qui n'était pas possible avant. Absolument. Tout cet aspect évaluation de performance est extrêmement important. Les exposants ne viennent pas sur un salon pour nous faire plaisir. Ils viennent de moins en moins pour l'image de leur société, et ils viennent essentiellement pour le retour sur investissement. Cette demande de ROI est absolument essentielle. Et pour ça, ils ont besoin de le mesurer. Donc on le mesure par les nombres de contacts, mais on le mesure surtout par le business généré. On nous a rappelé ce matin à quel point le business généré n'était pas seulement sur le salon. Aujourd'hui, on voit bien que le salon est une espèce un maillon dans cette chaîne commerciale. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Les retombées commerciales générées, elles sont en général un petit peu après les salons. Mais on évalue d'une manière maintenant assez précise les retombées via les enquêtes qu'on effectue auprès de nos exposants. Et on sait qu'effectivement, en général, un salon génère entre 6 mois et 1 an de chiffre d'affaires selon les types de salons. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce que, encore une fois, ils ne viennent pas pour nous faire plaisir, on a besoin de les fidéliser. Et c'est la qualité de ce visitorat qu'on leur amène qui permet d'accéder au meilleur retour sur investissement. Alors vous disiez, le visiteur est devenu en effet extrêmement important ces 10 dernières années. Le visiteur n'est plus un visiteur, mais c'est un client pour vous. Absolument, ça c'est un grand changement dans la façon de travailler de nos équipes. On considérait souvent, surtout sur le B2B, que c'était les exposants qui étaient nos clients pendant très longtemps. Aujourd'hui, je pense que le visiteur est celui qui est au centre de nos attentions, de notre travail,
parce qu'il ne paye pas directement, il ne nous ramène pas de chiffre d'affaires, mais c'est celui que nous allons séduire le plus et le mieux possible de façon à ce qu'il apporte du retour sur investissement à nos exposants. Donc il est devenu notre client principal. Ouais, ouais. Guillaume Desglises, vous dirigez depuis 4 ans les événements Vinexpo. Vous avez évidemment une clientèle d'acheteurs très internationale. On parle d'animation de communauté. J'imagine que ça ne doit pas être simple du tout d'animer comme ça une communauté d'acheteurs internationaux et de l'entretenir, cette communauté. Oui, c'est difficile parce que nous, on s'adresse à 150 nationalités. Oui. Le marché du vin et des spiritueux, il est mondial. Les bassins de consommation sont plus vers l'Asie et vers l'Amérique aujourd'hui que vers l'Europe, du moins pour leur croissance. Donc on n'a pas d'autre choix, nous, que de se déplacer à l'international pour rencontrer les clients. Je suis d'accord avec Valérie. Aujourd'hui, c'est le visiteur qui est au centre de notre attention, presque davantage que l'exposant, alors que c'est l'exposant qui ramène le chiffre d'affaires. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Le visiteur, en tout cas, est un client. Sylvie Fourne, vous dirigez le pôle environnement, industrie, santé et sécurité, je le disais, chez RID Exposition France. Ça inclut évidemment des salons comme Batimat, Polytech. On parle du visiteur, Sylvie, comme un client. Comment avez-vous vu, vous, ces dernières années, évoluer le marketing des salons, justement ? Oui, alors d'ailleurs, je préciserai que le visiteur, parfois, rapporte quand même de l'argent. Hein. Dans les salons B2C, là, on est quand même très orienté c'est vrai. B2B. Alors moi, je dirais que le marketing, il a beaucoup évolué. D'abord parce qu'effectivement, le visiteur est au centre et que le marketing n'est plus le marketing de l'événement, mais le marketing du client. Donc, on a un grand mot aujourd'hui qui est les personas. Notre objectif dans le marketing de nos salons, c'est d'arriver à définir des cibles de visiteurs que l'on va qualifier avec des caractéristiques, avec des motivations de visite, avec des freins de visite aussi. Et derrière, on va y mettre des parcours pour aller les chercher. Donc, la grosse évolution de notre marketing visiteur aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir vraiment des cibles, une identification des cibles de notre core business de visiteurs et d'aller les toucher chacun en les ayant bien compris et en sachant exactement comment leur adresser des messages qui vont leur permettre effectivement à eux de venir. Du coup, ça change tout parce que notre base de données, par exemple, elle doit être parfaitement qualifiée, enrichie et qualifiée en fonction des cibles que l'on va avoir déterminées et des messages qu'on veut leur envoyer. Nos partenariats, alors on est avec Promo Salon aujourd'hui, nos partenariats, médias, professionnels, etc., on les revoit et on les priorise par rapport aussi à ces cibles qu'on va aller chercher. On est beaucoup plus exigeant sur l'audience, sur le profil, et on vérifie que chaque fois, ce partenariat va nous aider à toucher cette typologie-là de clients qui va peut-être, par exemple, nous permettre, quand c'est un partenaire des influenceurs, par exemple, d'aller contourner l'objection qu'on a, d'aller attirer des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, qui cherchent plutôt du réseautage de haut niveau. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'identification des grands cibles, des parcours, les partenariats, les enquêtes aussi. Bon, nos enquêtes, il faut être clair, pendant longtemps, elles étaient essentiellement des enquêtes de satisfaction exposants-visiteurs. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de comprendre, d'avoir et d'aller plus loin. Si, par exemple, on ne peut pas faire... si on voit qu'un visitorat ne vient pas à une conférence, avant, on disait, bon, bah, il ne vient pas à une conférence, et on disait, bon, allez, il y en a 5 sur 10 qui ne viennent pas, tant pis. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut délivrer comme typologie de contenu pour répondre à cette catégorie-là à qui on n'arrive pas à délivrer un contenu intéressant. Donc, ça, c'est très important aussi. Puis, en termes de marketing, évidemment, c'est produire du contenu adapté à chaque cible. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les messages, dans les formats, dans la manière dont on s'adresse à tous ces publics-là, qui n'est pas du tout le même, suivant, encore une fois, la typologie, la cible de clients que l'on veut toucher. Donc ça change tout. Il faut donc produire des contenus, les mixer
et aller aussi les délivrer en fonction d'une base de données qui, elle aussi, a été qualifiée pour pouvoir envoyer régulièrement. On fait beaucoup de newsletters, par exemple. On ne peut plus faire une newsletter avec un message. Voilà. Et puis, il y a un autre élément dans le contenu, c'est qu'on ne doit plus parler de nous. On doit parler d'eux et on doit les intéresser, les faire parler, les faire communiquer entre eux dans cette cible-là. Et donc utiliser, alors on a employé tout ça, les blogueurs, les influenceurs, peu importe, mais c'est une façon de s'adresser à nos clients en leur parlant d'eux, en les faisant parler d'eux et en donnant envie à d'autres de leur typologie de venir. Donc le marketing a vraiment complètement changé et je terminerai juste pour dire aussi qu'évidemment, on mesure beaucoup plus. Donc toute l'arrivée des critères d'analyse, quels qu'ils soient, que ce soit sur le digital, les clics, tout ce qu'on peut mesurer devient de plus en plus important. C'est-à-dire, on évalue chaque fois l'action que l'on fait pour se dire est-ce qu'on la reproduit ou pas. Donc le marketing a vraiment complètement changé. Donc un marketing très customer-centric, pour reprendre l'expression consacrée, en tout cas la personnalisation, la segmentation, adresser le bon contenu à la bonne personne. Évidemment, c'est un métier donc, qui est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant et qui est en train de se professionnaliser. Là, on est vraiment en train de franchir petit à petit les étapes. Professionnaliser, oui, et puis besoin, alors professionnaliser en interne, de nouvelles compétences. Le marketing, vraiment, je pense, est la fonction dans le monde du salon que moi j'ai vu le plus évoluer depuis plus de 20 ans que j'y suis, comme vous le disiez, Mathieu, arrivé par hasard et resté par amour. Oui, et ça va continuer. Un métier très exigeant et avec de nouvelles compétences qui va continuer à se professionnaliser et à changer. Philippe Pasquet, vous dirigez, vous, le pôle exhibition de GL Events. Vous êtes également président du directoire de Première Vision, l'événement mondial évidemment de référence pour les professionnels de la filière mode. Vous me disiez, quand on préparait cette table ronde, et ça rejoint évidemment ce qui a été dit, le vrai client, c'est évidemment le visiteur aujourd'hui, et c'est le plus dur à aller chercher. On a parlé de marketing, mais vous dites oui, le marketing c'est important, mais on a besoin aussi d'avoir une double casquette, oui le marketing, mais aussi une expertise sectorielle. C'est important d'avoir les deux. Ça a déjà été évoqué à différents moments de cette matinée. C'est évident qu'on a une évolution nette de nos métiers à partir d'une expertise qui était, et tous les grands groupes de ce secteur se sont montés sur cette idée que le métier, c'est le savoir-faire distinctif, c'est de savoir-faire des salons et qu'on peut l'appliquer de façon assez presque systématique sur différents métiers. Aujourd'hui, c'est évident que même s'il n'y a pas de réelle désaffection à l'égard de nos métiers, on voit bien qu'il y a moins de personnes par entreprise qui se déplacent, en général pour moins de temps. Donc ça veut dire qu'il y a une plus grande sélectivité. Il y a une sélectivité sur les événements, les salons qui apportent un véritable plus, une véritable valeur ajoutée pour les professionnels. Je parle essentiellement du B2B ici, et encore plus quand on est dans des contextes concurrentiels, dans des métiers, sur des marchés qui sont mondialisés et où il y a une compétition internationale. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'un événement ? Évidemment, il faut savoir le monter. Sylvie disait... peut-être vous, je ne sais plus, louer des parcs, c'est important, savoir monter des salons. Ce sont des activités tout à fait respectables, mais ce n'est plus aujourd'hui sans doute le point de gravité qui font la véritable valeur ajoutée. Donc on s'adresse à des professionnels, je dirais qu'on doit être au moins aussi professionnel qu'eux, avoir un niveau d'expertise qui permet de dialoguer, de s'inscrire dans ces communautés, de dialoguer avec elles et de leur proposer un contenu qui prend des formes très différentes d'un événement à l'autre, d'un secteur à l'autre, mais en tout cas des contenus à forte valeur ajoutée. Et pour ça, effectivement, l'expertise des équipes organisatrices dans le secteur dans lequel ils interviennent
est absolument essentiel. Valérie Lobry, en quoi la digitalisation aujourd'hui justement sert le marketing et la promotion des salons? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste du digital, mais je sais que le digital aujourd'hui s'inscrit dans une politique marketing plus générale. Je pense qu'il faut d'abord savoir quelle est la stratégie de communication vis-à-vis du visitorat avant de savoir ce qu'on va faire en digital. Le digital est un moyen qui s'adapte aux besoins. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point on a besoin de faire de la dentelle, si je puis dire. On ne va plus chercher un public dans son ensemble. Vous disiez qu'on anime une communauté, mais cette communauté, elle est faite de milliers de gens très différents, qui ont des attentes différentes, avec des sous-segmentations extrêmement précises, pour lesquelles, effectivement, nous, dans nos équipes, aujourd'hui, on a des experts du secteur qui travaillent très fortement pour arriver à segmenter et à identifier ces cibles. Et puis après, on a, grâce à Promo Salon par exemple, la possibilité dans chacun des pays d'aller chercher ces sous-segments, ces cibles extrêmement précises qui intéressent nos exposants. Alors on se sert du digital pour ça, mais on ne s'en sert plus du tout comme d'un outil de mass market, si je puis dire. On s'en sert vraiment comme d'un outil à la fois de dentelle, parce que parfois il va arriver aux agents Promo Salon comme à nos équipes de téléphoner directement à un acteur particulièrement important du secteur, ou bien d'aller réseauter dans des événements qui existent professionnels autour de ce secteur, ou bien effectivement d'aller adapter du contenu qu'on va envoyer à une certaine cible en se disant avec ce contenu-là, on est susceptible d'accrocher telle ou telle personne qui nous intéresse. Là encore, de la même façon que les gens ne viennent plus pour nous faire plaisir, ils ne répondent plus à nos emails pour nous faire plaisir. On le voit bien aujourd'hui, on est quand même confronté à une énorme campagne de désabonnement et à des réglementations nationales de plus en plus contraignantes là-dessus. Donc on ne peut plus s'adresser à 100 000 personnes comme ça en se disant il y en aura bien un ou deux qui va remonter. De toute façon, c'est complètement improductif, c'est pas très intéressant. Mais là aussi, tout le boulot de nos équipes aujourd'hui, c'est un peu frustrant, c'est d'abord de se rendre compte qu'on a très peu de remontées quand on fait des messages non différenciés et qu'on a besoin d'adapter nos moyens, nos armes à chacune de nos recherches. Parfois, c'est des communautés plus importantes, des segments plus ou moins importants, plus ou moins spécialisés. Mais à chaque fois, on les accroche pas juste en leur disant « Tiens, il y a un événement qui vous concerne, venez donc ». Ça, c'est plus du tout possible. Ça marche plus, ça. Ça marche plus. On les accroche en leur apportant un service. On est pareil quand on s'abonne ou non à une e-news d'un de nos fournisseurs ou autre. On sait qu'on va y rester abonné parce qu'elle nous apporte un service, parce qu'elle nous apporte une info, parce qu'elle nous fait gagner du temps. C'est exactement la même chose pour nos clients visiteurs aujourd'hui. Donc c'est pas juste le digital pour le digital, c'est une stratégie globale qui va nous amener à segmenter d'une manière de plus en plus fine nos cibles en fonction des besoins de nos exposants, et ensuite on adapte les moyens. Donc faire de la dentelle, là on est dans la dentelle, c'est faire de la digitalisation intelligente, en tout cas ne pas faire du digital pour du digital. Exactement, donc c'est pas tant les tuyaux que surtout ce qu'on va mettre dans les tuyaux et la réflexion qu'il y a avant de nos équipes pour arriver à ces fins. Alors on a parlé d'animation de communauté, on a parlé de marketing, changement marketing, on a parlé évidemment de cette digitalisation au service de ce nouveau marketing. J'aimerais qu'on parle un peu de réseautage, puisque évidemment tout ça a une influence sur aujourd'hui votre façon d'aller promouvoir, notamment à l'international, les salons. Guillaume Desglises, vous dirigez, je le disais, depuis 4 ans les événements Vinexpo. Alors évidemment, pour expliquer toutes les nouveautés, tous les atouts de vos salons, vous parcourez le monde, vous allez à la rencontre de vos clients, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui témoigner vraiment de l'importance de cette proximité au marché et puis nous dire comment vos relais locaux, Promo Salon ou autres d'ailleurs, interviennent à vos côtés pour accompagner, pour préparer ces prises de contact avec les marchés. Oui, alors bien sûr, nous faisons partie de la filière de l'événementiel, mais nous faisons partie aussi de la filière des vins et spiritueux. Et ça, c'est vraiment notre objectif, c'est d'être un référent et un partenaire de cette filière. Et donc pour ça, il faut se déplacer pour connaître les clients de nos clients. Mais on ne se déplace pas juste pour les informer du programme de nos salons, parce qu'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. L'information, d'ailleurs, est disponible par ailleurs sur le net. Donc, nous nous déplaçons pour donner de l'information sur les marchés, sur les tendances de consommation,
sur peut-être des études de projection de consommation. Quel sera le marché d'ici les 5 prochaines années. Donc nous nourrissons finalement le marché de statistiques et d'informations. Et c'est un prétexte, bien sûr, parce que finalement, à travers ces informations, on va donner aussi les informations sur nos événements et nous allons essayer de les fidéliser, de leur parler tout au long de l'année et pas seulement à l'occasion de nos événements. Donc c'est ça, c'est l'objectif que nous avons. Alors évidemment, on ne peut pas être partout tout le temps. Et c'est là qu'interviennent les relais. Même si on se déplace beaucoup, on a toujours besoin des relais pour également donner l'information et puis pour préparer aussi nos déplacements, bien souvent. Parce que monter une conférence de presse ou trade devant une centaine de personnes, ça demande de la préparation. Il faut identifier les bons acteurs, identifier les nouveaux acteurs. On est sur une filière aussi des vins spiritueux qui est en pleine mutation, avec beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent, beaucoup de changements dans les entreprises. Donc ça demande des relais sur place pour connaître les gens. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à ces relais, même si nous aussi, nous avons un travail depuis Bordeaux pour connaître les acheteurs. Alors un autre événement qu'on a développé, d'ailleurs dont la première édition a eu lieu cette année, ça s'appelle Vinexpo Explorer. Ouais. Et là on prend le contre-pied, c'est-à-dire que nous sortons des parcs des expositions et nous invitons des acheteurs sur un marché, sur un marché bien précis. Donc c'est une centaine d'acheteurs que nous invitons. Et bien sûr notre chiffre d'affaires vient de la région ou du pays qui nous invite. Et qui s'occupe de tout au niveau de l'organisation. Donc nous préparons ce rendez-vous à l'avance et ça demande beaucoup de travail. Mais une fois sur le marché, une fois sur le pays, eh bien c'est le pays hôte finalement qui organise. Et ça nous donne bien sûr de la crédibilité et ça nous donne le moyen aussi de fidéliser ces acheteurs, de mieux les connaître, de répondre aussi à leurs attentes. Et on leur donne bien sûr rendez-vous sur nos salons, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est de pouvoir les rencontrer sur le salon. Sophie Castagnier, j'espère qu'on va vous réchauffer un peu, parce que vous m'avez l'air transit froid. Je me suis mise sous les spots pour pouvoir avoir un peu de chaleur. Ça n'a pas encore. C'est suffisamment convivial. Alors tout va bien, tout va bien. Sophie, vous dirigez le GIE qui organise le salon Transport Public, un événement qui accueille un visitorat très ciblé d'élus et d'opérateurs à la recherche de solutions de mobilité. Là aussi, le marketing de votre salon repose sur une démarche en tout cas très qualitative d'identification et d'approche de vos publics. Et là aussi, ça se traduit par une forte proximité des marchés. Pouvez-vous nous expliquer comment vous menez vos actions de promotion, notamment avec l'accompagnement de vos relais à l'étranger? Comment vous faites? Alors peut-être pour vous expliquer ce dispositif, il faut d'abord peut-être comprendre la stratégie qui est en amont et cette stratégie qui est basée sur ce que nous sommes et sur les marchés sur lesquels nous sommes. Nous sommes une structure, donc un GIE, un groupement d'intérêt économique qui rassemble pour moitié les élus en charge des transports en France et pour autre moitié les entreprises qui font le transport en France et à l'étranger. Donc j'entends par là SNCF, RATP et puis des groupes qui sont plus implantés à l'international comme Transdev, Keolis et d'autres. Donc nos salons, si vous voulez, c'était au départ, il y a une dizaine d'années, au moment de la création donc, de ce salon européen de la mobilité, c'était quand même du tramway, du bus, principalement les modes classiques. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité, on parle de tout, on parle de vélo, mais on redonne aussi sa place à la marche, et puis c'est du digital partout, parce que quand on parle de Blablacar, c'est du digital, quand on est sur Waze, c'est du digital. Donc tout ce marché-là a énormément évolué en une dizaine d'années. La spécificité donc de notre structure fait que, et de notre marché, c'est qu'on est sur des marchés aussi où ça bouge très très vite en ce moment. Ça bouge pas seulement en France, ça bouge aussi en Chine, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on s'équipe en voiture, puis finalement on prend conscience aussi qu'il y a peut-être d'autres modèles. Il y a des pays qui sont en plein boom, l'Inde, ça veut dire aussi être en capacité de fournir du transport de masse, mais qui soit quand même suffisamment durable et adapté à un urbanisme et à une sociologie, à une topographie. Donc tout ça fait que vous avez deux associations qui se sont regroupées au sein du GIE, qui sont nationales, qui doivent en même temps commercialiser
et faire des salons internationaux, ce qui est quand même pas facile. Donc nous ne sommes pas un grand groupe international avec des antennes basées un peu partout. On est sur des gros investissements, ce n'est pas des pots de yaourt, ce sont des choses, quand on fait du train, ça prend du temps, c'est 10 ans, ce sont des marchés publics privés, ce sont des appels d'offres sur des périodes très longues. Et ça veut dire aussi que, du coup, notre modèle à nous, qui est le modèle français, qui est quand même très reconnu à l'international, hein, on a des très beaux acteurs en France qu'on est capable de porter, et nos salons sont aussi là pour les porter. C'est que le problème, c'est qu'aussi en France, nous sommes sur un modèle de délégation de services publics. Donc vous avez des acheteurs qui sont les élus, donc les collectivités, qui vendent à des entreprises et avec, au bout du compte, un client, le grand public, qui est le client final. Il se trouve que dans le monde, eh bien, tout le monde a des modèles différents du nôtre. Donc nous sommes, nous les leaders, avec un modèle qui est très exportable, à proposer un salon qui est une plateforme pour tous ces acteurs. Mais quand, par exemple, moi j'ai Los Angeles qui vient comme invité d'honneur en 2018, Los Angeles, c'est une régie. Et autant nous sommes légitimes, nous le GIE, à proposer ce type de salon parce que c'est la filière qui organise pour la filière. Donc on est vraiment dans la vente de contenu, on sait exactement de quoi on parle, on sait ce qu'est l'innovation aujourd'hui, on sait ce que vont être les tendances de demain et même d'après-demain. Mais si vous voulez inviter des Américains au Salon européen de la mobilité à Paris en 2018, ça va être très compliqué parce que non seulement il faut connaître la culture du pays auquel on s'adresse, mais en plus le marché est différent et en plus les habitudes, je dirais politiques, sont très différentes. Je ne peux pas inviter des élus américains à Paris parce que sinon ils auront le sentiment d'être achetés. C'est un peu le modèle qui est suivi dans pas mal de pays. Donc c'est toute la difficulté, comme l'ont dit mes camarades, on est sur des marchés très différents et ça revient finalement à la même conclusion. C'est qu'il faut très bien connaître son marché, il faut très bien connaître ses acteurs. Et à la fois, quand on a des catégories d'acteurs qu'on peut segmenter, il y a encore des sous-segments et on va devoir adapter le meilleur outil à la cible la plus qualifiée, pertinente et intéressante. Et comme vous l'avez compris, on est sur une stratégie de relais parce que nous n'avons pas les moyens techniques et humains, je dirais, sur l'Europe. Hein, c'est notre premier périmètre. Donc effectivement, on s'appuie énormément sur Promo Salon. Mais voilà, moi, ce que je veux faire de mes relais, alors il y a Promo Salon, il y en a d'autres, c'est que je les veux presque comme des ambassadeurs. Ce ne sont pas simplement des relais techniques. Ce n'est pas simplement convier des journalistes à une conférence de presse ou rencontrer la fédération professionnelle qui va être notre homologue et faire le même travail en cascade. Voilà, je m'appuie donc sur des invités d'honneur, sur le réseau Promo Salon qui fait bien son travail pour en tout cas ce secteur-là. On s'appuie aussi sur un comité de promotion européen que l'on a nous-mêmes créé, c'est-à-dire qu'en gros c'est une vingtaine de membres où nos homologues à nous, associations professionnelles et associations d'élus, travaillent en relais. C'est aussi créer une sorte de club de la presse, voilà, où maintenant, au bout d'une dizaine d'années, les journalistes qui sont vraiment support de notre presse professionnelle dans chacun des pays européens, on les connaît bien, on est devenu presque une grande famille, on travaille ensemble à concevoir aussi une sorte de salon européen à Paris, mais qui va bien à chacun des pays, à la façon dont le transport est organisé dans chacun des pays, à ce que les acteurs de chacun de ces pays-là attendent et peuvent trouver à Paris. Voilà. Donc la difficulté, c'est d'arriver à avoir la réponse la plus pertinente par rapport à ce type de public-là, qui est très décisionnaire, très quali. Et là, je reviens un peu sur le digital, c'est un peu un clin d'œil. Ce public-là n'utilise pas toujours le digital. Donc, on continue aussi avec les moyens classiques. Et puis, encore une fois, la rencontre n'a aucun équivalent. Il n'y a rien de mieux. Oui, tout à fait. Philippe Pasquet, en résumé, on a vu beaucoup d'évolutions aujourd'hui à travers ce monde des salons. Quels sont pour vous les facteurs clés du succès de la promotion d'un événement en France et à l'international en fonction de ces nouvelles évolutions, justement? Je crois qu'elles ont déjà... Tous ces facteurs clés ont été ici ou là cités. Je vais faire très court, je dirais deux mots. Constance et consistance. Parce qu'on est dans le digital, donc on parle beaucoup de digital, donc on pense que tout va très vite. Oui. On est dans un métier aussi où on a ici ou là
des réussites fulgurantes, mais généralement, on s'aperçoit quand même que c'est très long d'imposer un événement dans un métier, dans une communauté. C'est très long de créer une véritable marque. Il y en a très peu dans nos métiers, je pense des manifestations qui peuvent se revendiquer comme des marques fortes, et que quand on y regarde un peu de près, finalement, on se rend compte, et c'est peut-être comment dire, un coup de pouce et un hommage à faire à Promo Salon, puisque nous sommes là pour les 50 ans de Promo Salon, c'est que c'est très important d'être constant dans l'effort en termes de marketing. Ça peut paraître un peu besogneux de dire ça et un peu ringard à l'heure du digital, mais la durée compte, l'accumulation compte, et on a pu voir beaucoup de retraits sur le terrain de manifestations quand les temps ont été un peu difficiles dans les années de crise financière, et on est effectivement tous soucieux de nos résultats financiers, donc on peut le comprendre, mais en matière de salon, me semble-t-il, la constance dans l'effort est essentielle, et la consistance dans le contenu et dans les messages est absolument essentiel aussi. Donc beaucoup, ça dépend vraiment des situations, de facteurs clés de succès. C'est un mix de plein de choses. Effectivement, sans doute aujourd'hui beaucoup plus de digital, mais ça dépend des métiers, ça vient d'être dit. Mais constance dans l'effort et consistance dans les messages me paraissent absolument déterminants. Constance et consistance, ça c'est pour vous l'un des secrets aujourd'hui de cette promotion en France et à l'international, notamment avec les relais à l'étranger. C'est pas simple, on l'a vu, hein, vous avez des salons qui sont de plus en plus segmentés, avec des visitorats extrêmement variés. Il faut aller les toucher d'une façon très particulière, vous l'avez dit, personnalisée. C'est difficile de communiquer tout ça à des relais étrangers aujourd'hui. Cette complexité de votre salon, c'est de plus en plus difficile à communiquer auprès des relais ou pas? Qui veut répondre? Sylvie? Oui, je pense que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que les messages, effectivement, comme vous le dites, s'adressent maintenant, enfin doivent intégrer de plus en plus les préoccupations du visitorat. Donc je pense que ce qui et ce qui évolue beaucoup, c'est le dialogue qu'on est capable d'avoir avec nos représentants, alors Promo Salon et d'autres dans certains univers, mais d'être bien en phase de la stratégie, de ce qui est cœur de cible dans le pays donné, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut déjà pas tout faire en France, mais alors à l'étranger encore moins. Donc je pense que ça a beaucoup évolué, mais ça va continuer à évoluer, être capable d'avoir un vrai dialogue, une vraie clarification de la stratégie clé dans le pays, et du coup d'adapter par rapport à l'ensemble des opportunités dans le pays la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est vous, Sophie, qui disiez un responsable Promo Salon aujourd'hui, mais promotion internationale n'est plus du tout un opérateur technique. C'est avant tout pour nous un opérateur stratégique qui a compris là où on allait devoir ensemble aller chercher les bons visiteurs à l'étranger, sans oublier quand même derrière, pour moi, ce qui reste toujours on vend du one-to-one, et nos représentants doivent être aussi incarnés, porter nos manifestations à l'étranger et être capables aussi de fédérer et de présenter nos événements en y apportant aussi leurs convictions, leur enthousiasme, leur dynamisme, etc. Mais oui, c'est plus compliqué, et oui, ça demande un dialogue beaucoup plus et une priorisation de nos actions beaucoup plus étroite. Valérie et Guillaume? Valérie d'abord et après Guillaume. Moi, je voulais juste dire un mot sur les marques que nous représentons, parce que je pense que c'est aussi un facteur extrêmement important de promotion à l'international. Philippe disait que ça prend énormément de temps, il y a peu de marques dans nos salons. On a la chance d'organisateurs, oui bien sûr, mais on a des marques salons aussi qui s'exportent bien. Il y en a plusieurs dans ma division, en particulier Cial, qui a été vraiment le pionnier et qui s'est développé avec énormément de succès partout.
et qui a réussi à créer cette espèce de fidélité à la marque, comme on pourrait l'imaginer pour toute autre marque de grande consommation, par exemple, avec des participants qui vraiment réclament d'aller dans un SIAL, dans une partie du monde ou un autre. Et c'est extrêmement vertueux, parce que plus on développe des SIAL un peu partout dans le monde, plus on a des acteurs de ce secteur qui reviennent en tant qu'exposants ou en tant que visiteurs sur notre salon mère, si je puis dire, à Paris. Donc c'est vraiment extrêmement vertueux. Mais pour cela, il faut effectivement avoir ce qu'expliquait Philippe, c'est-à-dire constance et consistance. Ça me paraît extrêmement intéressant comme définition. Il faut que la marque ne dévie pas par rapport à ses valeurs fondamentales. Et il faut également que ce cahier des charges soit bien déroulé à l'international. Aujourd'hui, on a également, on démarre le Silmo ce matin, c'est aussi un salon qui est dans ma division, et je peux vous dire que ce cahier des charges du Silmo, cette image de marque du Silmo partout dans le monde, elle est extrêmement présente. On a des demandes très fréquentes de partenariats dans des pays très lointains pour avoir un Silmo chez eux. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que beaucoup de populations, en particulier en Asie, on a l'impression, quand on a une marque salon, ça va être la même chose. En fait, c'est loin d'être aussi simple, et effectivement, c'est là où je pense que notre savoir-faire joue. C'est important de se dire que de ce côté-là, les progrès qu'ont fait nos équipes dans les dernières 15 années sont énormes, absolument énormes. Notre métier a tellement changé que c'est quand même ce qu'on nous envie un peu partout dans le monde. On est devenus des spécialistes excellents dans nos métiers, à travers nos marques, mais à travers nos savoir-faire, qu'on est quand même aujourd'hui capable d'exporter avec succès dans pas mal de pays. Guillaume ? Oui, moi je voulais juste dire que la collaboration avec nos relais, Promo Salon ou d'autres, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que bien sûr, on attend du relais qu'il prêche la bonne parole de nos marques, mais on attend aussi du relais qui nous dise ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer pour les prochaines éditions. Et ça, c'est capital pour nous, parce que ce sont un peu nos yeux et nos oreilles sur le marché. Et même si on fait des enquêtes de satisfaction, et même si on se déplace sur les marchés, et même si parfois d'ailleurs nos clients peuvent être virulents dans leurs commentaires, le rôle du relais est primordial, parce qu'il a une vision différente, il a des commentaires qui lui arrivent d'une autre façon peut-être, et c'est avec le relais qu'on va construire finalement l'édition suivante du salon, et peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc ça, pour moi, c'est vraiment capital, c'est ce qu'on attend de nos relais, c'est qu'ils nous remontent aussi, parfois ça ne fait pas plaisir à entendre, mais qu'ils nous remontent aussi des choses parfois négatives. Sophie, vous vouliez intervenir ? Oui, parce qu'en fait, j'ai ça dans la tête depuis un certain temps, mais avec les interventions précédentes, ça me permet de mettre des mots sur mes idées. Je pense que je nous vois plus comme des pionniers que comme des robots, en fait. C'est-à-dire que moi, je me sens pionnière, je dois aller au contact des différents pays sur lesquels je veux qu'on crée de l'interactivité. Il y a un côté défricheur quand même. Il y a un côté aussi un peu artisanal, il ne faut pas rêver. Quand on est une petite structure et qu'on a... que le temps est compté, etc., on rentabilise beaucoup, un peu comme tout le monde, mais on cherche du coup effectivement à optimiser ces relais-là, et moins comme des robots, parce que le marketing de masse, etc., tout ça, je pense que c'est une époque un peu révolue. Ça existe toujours, il faut toujours passer par là. Bon, moi, je vous parlais de nos publics à nous sur notre salon européen, qui sont des publics extrêmement qualifiés. On s'adresse à des grands élus, on s'adresse à des élus de territoires plus moyens, donc des collectivités, on s'adresse à des grands patrons. On a rarement en dessous du niveau directeur commercial, quoi. Donc forcément, on doit adapter, je dirais presque à l'identité, à l'ADN de chacun. Et du coup, effectivement, le marketing robotisé n'a pas d'effet, et ce n'est pas non plus ce qu'on recherche. Voilà. Après, je crois que chaque salon a ses spécificités, son marché, ses acteurs, et que bien entendu, on a toute une palette d'outils, mais qu'il faut savoir utiliser au mieux. Et nos relais sont là pour justement avoir cette sensibilité-là et voir sur le terrain ce qui fonctionne ou pas. Il faut être aussi assez pragmatique, souvent. Alors, il nous reste 5 minutes pour les questions. Vos relais sont justement dans la salle. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions à nous faire part sur cette notion de relation, justement, entre les organisateurs de salons et les relais? Dites-nous, il nous reste 5 minutes. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Une fois que c'est lancé, après, tout va très vite. Non? Une main levée? Une main levée? Non.
Ce sera la dernière chance. Mesdames, messieurs, un grand merci. Merci à vous.